Quel est le bilan de l'Autumn Cup pour la France? Positif évidemment, ça nous donne de l'espoir un peu pour le tournoi de destination 2025. Un petit peu comme en 2021 quand on avait eu 3 matchs, 3 victoires et qu'à la rentrée suivante en 2022 on avait fait le Grand Chelem. On gagne 3 matchs sur 3 exactement comme les Springboks. Mais on ne gagne aucune place au classement IRB. Avant le début de la tournée, on était 4e au classement IRB juste devant l'Angleterre à 1,74 points des All Blacks. À la fin de la tournée, on est 4e à 2,01 points des All Blacks. En gros, on a perdu des points par rapport aux All Blacks alors qu'on les a battus. Et oui, j'en ai parlé sur la dernière vidéo. Ils jouent à l'extérieur et nous à domicile. Et quand tu vas battre l'Irlande à l'extérieur, tu gagnes quand même pas mal de points. On va voir ce que ça va donner pour nous pour le tournoi destination quand on va se déplacer là-bas. Classement IRB ou pas, on a battu tout le monde. Et pour le tournoi, on a 3 déplacements en 5 matchs. Dans cette vidéo, on va faire le bilan de la tournée des Bleus. Et pour ça, il y a 5 sujets que je vais aborder. Le premier, c'est celui des centres. Quand on parle des centres en équipe de France, il a posé un petit peu débat. Parce que Ramos en 10, ça va sûrement être un casse-tête pour Fabien Galtier. Et pourquoi on ne verrait pas Ntamak au centre? On embrayera avec la défense de l'équipe de France en deuxième point. Elle est de retour notre défense. Ensuite, en troisième point, on va analyser un petit peu le système de jeu de l'équipe de France en attaque. En quatrième point, la conquête. Et en cinquième et dernier point, en conclusion, les perspectives pour le tournoi destination 2025. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de Yoram Moefana au centre. Qu'est-ce qu'il vaut associé à Gaël Fickou? J'en ai entendu des vertes et des pas mûres et surtout des roses. Il est pas assez créatif, il touche pas assez de ballons. Le jeu de l'équipe de France, c'est pas de jouer sur lui, et tatati et tatata. Alors, je vais tenter d'apporter des pistes de réflexion, et ça sera uniquement des pistes de réflexion totalement subjectives sur le sujet. Déjà, on n'a plus Boudéan au centre, parce que je sais pas si tu te souviens, pendant la Coupe du Monde et le dernier tournoi de destination, on avait Boudéan qui basculait au centre. C'est pas trop le même profil. Pour parler de Yoram Moefana, on va s'intéresser à 2 points essentiels, l'attaque et la défense. Élémentaire, mon cher Watson, tu vas me dire. Eh bah pas tant que ça, c'est les 2 actions primaires qu'on demande au centre. Il y en a plein, ils disent oui, mais les centres, ils doivent savoir faire des passes, stop. Les centres, ils doivent te défoncer en défense, t'as pas le droit de te faire bouger au centre du terrain. Et ils doivent franchir sur les ballons. En gros, tu dois être capable de mettre des arrêts buffets pour annihiler l'attaque adverse et mettre ton équipe dans l'avancée en franchissant la ligne d'avantage. Si on prend les stats de défense individuelle des joueurs, on va s'intéresser évidemment au nombre de plaquages, au pourcentage de plaquages réussis, mais également au nombre de plaquages dominants. Pouf! Et en fait, elles sont incroyables. Moi, je trouve les stats de Moefana, on s'en rend pas compte. Contre l'Argentine, il tourne à 13 plaquages, donc 3 dominants. Contre le Japon, il est à 14 plaquages, avec un dominant. Et contre les All Blacks, 5 petits plaquages sans être dominant. Comment est-ce qu'on est capable d'expliquer cela? Le raisonnement le plus simpliste, ça serait de dire que contre les Blacks, il est passé à travers et qu'il s'est échappé. Alors déjà, en fédéral, je connais pas beaucoup de joueurs qui s'échappent volontairement sur les contacts en disant « vas-y passe ». En top 14, ça n'existe plus, mais au niveau international, ça n'existe pas du tout. C'est impensable, sinon t'es pas en équipe nationale. Jordy Barrett. Donc le fait qu'il se soit échappé, c'est pas vrai. Le fait qu'il se soit fait casser des plaquages, ça c'est possible. Et on appelle ça une faute technique. Tu rates un plaquage, c'est une faute technique au rugby à ce niveau-là. Mais quand tu rates un plaquage et que tu fais une faute technique, ça peut être soit ta technique de plaquage qui n'est pas bonne, ou soit tout simplement tu es en retard puisque la défense est en retard, l'attaque a eu des sorties de balles rapides et toi tu es encore en train de circuler, tu as des déséquilibres à gérer et donc du coup tu dois être à moitié en défendant en repli, tu as une reprise intérieure, tu rates ton plaquage. Ça peut être des choses comme ça aussi. Ça peut être après un mini break où l'adversaire a généré de l'avancée et tout le monde est en retard et dans ce cas ton plaquage il est raté mais c'est pas toi le premier fautif. Alors attention, je cherche pas à lui trouver des excuses à Monsieur Moefana. Mais si on prend ce match de la Nouvelle-Zélande, le plus gros porteur du match c'est Rieko Ioane. 16 ballons portés, c'est juste énorme pour un centre. Si on prend le plus gros porteur français, il est en 11e position sur ce match avec 9 petits ballons et c'est Aldrit. Mais on va y revenir un petit peu plus tard sur cette attaque du 15 de France. Rieko Ioane, il joue centre aussi, mais il joue pas 12, il joue 13. Et lui, c'est un joueur, ce que j'appelle un joueur d'espace. C'est un joueur pour s'exprimer, il va extrêmement vite, il a commencé à l'aile. Et c'est comme Teddy Thomas, c'est un attaquant, ça va extrêmement vite. Les Néo-Zélandais, ils avaient décidé de déplacer le ballon dans les couloirs. Et à mon avis, c'est pour cette raison que Yoram n'a pas eu beaucoup de plaquages à effectuer. En comparaison, Louis Bielbiaéré, il a eu 6 plaquages à faire,
Villiers en a eu 10 et Fickou 14. Et en fait, c'est cette stat qui m'a marqué, c'est-à-dire que ton 13, Gaël Fickou, a fait 3 fois plus de plaquages que ton 12. Et donc le fait qu'il n'ait pas énormément de plaquages contre la Nouvelle-Zélande, ça m'a pas marqué. En réalité, moi je l'ai trouvé plutôt très solide au centre du terrain. Après ballon main, ça c'est autre chose. Ça va avec l'attaque française. On ne garde pas trop la main sur le ballon et le ratio nombre de passes jeu au pied est assez exceptionnel, on va le dire. Contre les 3 nations qu'on a affrontées, si on prend les stats de Rugby Pass, qui est quand même une référence en termes de stats, le ratio nombre de passes jeu au pied est le même sur les 3 matchs. 1 pour 4. C'est-à-dire que toutes les 4 passes, on a un coup de pied en France. Contre l'Argentine, on a 26 jeux au pied, alors qu'eux, ils en ont 22 et qu'ils sont à un ratio de 1 pour 8. Contre les Blacks, 23, alors que les Néo-Zélandais sont à 16, mais avec un ratio de 1 pour 15. Et contre le Japon, 34, alors que les Nippons sont à 20, soit 1 pour 11. On joue donc beaucoup au pied. Mais contrairement à ce qu'on a pu voir pendant le Grand Chelem 2022, on n'a pas des longs échanges de jeux au pied. Là, c'est des jeux au pied d'occupation et de pression où on va pousser dans le dos de l'adversaire ou des jeux au pied offensifs, des passes au pied. Sauf que quand tu fais des passes au pied, elles sont rarement pour ton 12. Donc on a un 12 qui est efficace en défense mais qui touche pas énormément de ballons. Et cela dépend évidemment de ton système de jeu dont on va parler un petit peu plus tard, mais également de la physionomie des matchs. Alors je ne vais pas parler de l'Afrique du Sud qui pour moi ne boxe pas sur la même planète que toutes les autres équipes rugby en ce moment, mais je vais prendre l'exemple de l'Irlande. Contre l'Argentine, le 12 irlandais, Robbie Henshaw, va porter 13 fois la balle. Leur 13, Gary Ringrose, va porter 10 fois la balle. Mais ils ont eu la main sur le ballon. Ils tournent à 210 passes sur le match, l'Irlande. Si on prend le match des Irlandais contre les Blacks, c'est Bundee Aki qui joue en position de numéro 12. Il va se retrouver porteur à 9 reprises. Et en revanche, Ringrose, le même qui joue 13, va se retrouver porteur à 5 reprises. Mais ils ne font que 125 passes en tout dans le match. Cet exemple des Irlandais, il est plus complexe puisque les Irlandais jouent avec énormément de passes et de jeux devant la défense, notamment avec ce bloc 10 qui va jouer en pivot pour le 10, etc. Ils ont beaucoup d'animations où les centres sont énormément mis à contribution dans leur système de jeu, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et ça va m'amener à la question suivante, et qui à mon avis va trotter dans la tête de Galtier aussi. Thomas Ramos, en 10, il a quand même donné satisfaction et certaines certitudes à l'équipe de France. Est-ce que c'est pas lui qui va postuler en position de 10 pour le tournoi Destination, même si Ntamak revient? Parce que Romain Ntamak, il est extrêmement fort. Mais la Coupe du Monde, il n'est pas là. Le dernier tournoi Destination, il n'est pas là. L'Autumn Cup, il n'est pas là. Et la France, elle a réussi à trouver un certain équilibre sans lui aussi. Et là, est-ce qu'on ne va pas assister à une réorientation du poste de Romain Ntamak, de l'ouverture au centre par exemple? Bah ouais, c'est une possibilité. Parce que Romain Ntamak, il joue 10 normalement, mais pour moi, c'est un très bon manipulateur. Il manipule très bien la balle, mais c'est un gros porteur de ballon aussi. Il a un coup de piston avec son raffut, je pense qu'il y en a certains qui l'ont senti passer. C'est un gros défenseur et ça va peut-être nous amener à avoir un 12 plus manipulateur, entre guillemets, que Yoram Moefana et qui va un peu plus jouer comme un 10 en 5/8e, un second ouvreur. Ça peut modifier notre façon d'aborder les matchs et le jeu qu'on propose en équipe de France. Parce que si tu as Danty en 12, c'est pas la même chose que Romain Ntamak. Je m'explique. On a un jeu où on utilise des gros porteurs pour mettre de l'avancée en animant beaucoup autour des rucks. Puis on envoie des ballons tout de suite à l'aile. Alors oui, toutes les équipes jouent un peu comme ça. Mais nous, on n'a pas énormément d'actions au centre du terrain avec justement ton 12, ton 13 et tes ailiers arrière qui vont manipuler la balle. Là, au moment où on a ces attaques verticales où tous les joueurs se projettent rapidement, mais sur les autres attaques, on ne privilégie pas ça forcément. Est-ce qu'un 12 plus manipulateur pourrait rentrer dans les plans et modifier un petit peu le système de jeu de l'équipe de France? Parce que si tu as Thomas Ramos qui est exceptionnel en 10 et que tu peux avoir un centre comme Romain Ntamak, est-ce que tu n'articules pas ton système de jeu autour de ça? Pour rappel, Romain Ntamak, il a été utilisé 2 fois au poste de numéro 12 en équipe de France en 2021. Il était associé à Mathieu Jalibert à l'ouverture. Je pense que ça, on va le découvrir sur le tournoi Destination. Et puis avec la blessure de Deporter, on pourrait peut-être avoir une paire de centres, Romain Ntamak, Nicolas Deporter. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires si ça pourrait te plaire, ça m'intéresse. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, mais je vous présente l'atelier Glanos. L'atelier Glanos produit des sculptures en bois personnalisées et ils m'ont envoyé ce petit tee Up Rugby. Tout est sculpté à la main en Auvergne et en termes de décoration rugby, et bah franchement, moi je trouve ça génial. Tu fais bosser des artisans locaux avec des jolis motifs et puis c'est un peu état d'esprit rugby aussi. Je vous mets le lien en description, allez faire un tour sur le site, ça vaut le coup, même en cadeau de Noël ou juste objet de décoration chez vous. Au fait, c'est pas bien, ça fait 10 minutes que tu es en train de regarder la vidéo et t'es toujours pas abonné.
Et t'as pas mis le pouce bleu? Alors c'est le moment de le faire parce que pour moi c'est le meilleur moyen de développer la chaîne et tu soutiens mon travail. Et c'est gratuit le petit pouce bleu et l'abonnement avec la cloche. La défense, on va maintenant passer à l'aspect défensif du 15 de France. On a défendu pendant 65,2 minutes et attaqué pendant 48,9 minutes. Sur l'ensemble des 3 matchs bien évidemment. On a clairement moins le ballon que les autres équipes. Et on gagne. On tourne en moyenne à 200 plaquages par match avec 87% de réussite. C'est des standards qui sont normaux. Par contre, chose intéressante, on ne prend pas de carton. Et ça fait plaisir. Merci Sean Edwards. En gros, c'est la règle des 2D pour gagner des matchs. Défense et discipline. Il te faut une grosse défense et une discipline de fer. On a retrouvé pour moi cette discipline qui a fait notre force pendant le tournoi Destination 2022, pendant le Grand Chelem, où si tu te souviens bien, on mettait des grands coups de pompe chez l'adversaire, on assistait à des longues séquences de jeu au pied, où le but c'était d'aller défendre chez l'adversaire, puis derrière on venait défendre chez eux et on contestait les ballons. On a récupéré beaucoup de pénalités comme ça, et notamment avec 2 joueurs en particulier, Monsieur Marchand et Monsieur Danty, qui étaient les contesteurs professionnels de l'équipe. Le nombre de ballons qu'ils ont gratté avec ces petits frigos sur pattes là, quand ils venaient s'ancrer sur le ballon, impossible à sortir. Alors là, Danty n'était pas dans le groupe et Marchand est passé numéro 2 au poste de talon, donc il a un petit peu moins de temps de jeu. Les profils ont donc évolué et on n'a plus les mêmes gratteurs qu'on pouvait avoir avant. Cela, pour moi, ça engendre peut-être 2 conséquences, et avant de dire si elles sont circonstancielles, propres au game plan des matchs que le staff des Bleus avait mis en place pour jouer l'Automne Cup, ou propre au système défensif de l'équipe de France qui évolue, je pense qu'il va falloir attendre le tournoi Destination. Contre l'Argentine, on a mis énormément de blocage haut. Est-ce que c'est parce que la paire de centre est plus efficace sur ce type de plaquage, avec Moefana qui n'est pas très grand, enfin il fait ma taille, il fait 1m83, quelques kilos en plus, un peu moins de gras. Il a peut-être la capacité aussi plus facilement de passer sous le ballon en fait pour venir s'asseoir et bloquer le mec, l'empêcher de passer au sol. Avec Ficou qui arrive et qui lui vient prendre haut et bloque le ballon pour empêcher de faire vivre le ballon. Est-ce qu'on a identifié qu'il fallait simplement faire ces plaquages 3 secondes où tu maintiens 1, 2, 3, l'arbitre il te dit lâchez monsieur plaquage et dans ce cas tu fais ok je vous lâche mais j'ai ralenti la sortie. Ou est-ce que cela varie en fonction des situations? Ou alors est-ce qu'on a décidé de faire des blocages hauts, notre spécialité en défense, parce que si l'arbitre annonce maul et qu'il y a un maul qui est formé, on récupère la possession sur mêlée derrière. De la même manière que les Irlandais, pendant un moment, ils avaient fait de ces blocages hauts leur spécialité, où ils arrivaient, schlac, et ils t'enserraient comme ça, que tu ne pouvais plus bouger, et ils récupéraient beaucoup de mêlées comme ça. Peut-être que la France, nous, on fait évoluer notre système défensif avec le profil des joueurs qu'on a, vers une défense sur des blocages hauts. C'est peut-être une évolution justement de cette défense française où on va s'orienter, on essaye de modifier la circulation des joueurs, la montée, de manière à favoriser en fait les profils qui vont pouvoir faire des blocages hauts et récupérer des ballons. Bah ouais, si au lieu de ralentir les rucks adverses, tu récupères un ballon sur tous les 10 contacts par une mêlée, mais c'est juste énorme. Et vu qu'on fait que défendre en plus, si on récupère des ballons comme ça, c'est cool. Alors le côté positif en défense chez la France, c'est qu'on a encaissé que 6 essais sur la tournée, 2 par match. Mais je veux aussi parler du côté négatif. C'est le nombre de mètres parcourus par toutes les autres équipes contre nous. En cumulé, ils sont à 3462 mètres. C'est juste énorme. Nous, on en a parcouru que 2100. Donc nos adversaires ont plus la balle, on défend plus, on a des stats de plaquage qui tournent aux alentours de 87% comme la norme, mais de fait, ils ont plus la balle que nous, ils gagnent plus de terrain. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne gagnent pas s'ils avancent plus que nous? Parce que les matchs se jouent sur des détails et que nous, en zone de marque, on est juste remarquable. Eux, non. Je vais pas parler du Japon parce que pour moi, le match, il était un petit peu à sens unique. Désolé les Japonais et Eddie Jones. Depuis qu'il a perdu avec l'Australie, je le piffre plus. Mais si tu prends l'exemple de l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande, en zone de marque, ils font des erreurs, ils perdent un nombre de ballons et ils ne concrétisent pas des actions, c'est juste hallucinant. Alors peut-être que nous les provoquons, ces erreurs, mais la réalité, elle est là. On défend plus, on gagne moins de mètres, on joue plus au pied, mais on gagne. La question qui fâche, si nos adversaires sont plus réalistes en zone de marque, est-ce qu'on est toujours aussi efficace en contre-attaque? Parce qu'en réalité, là, notre défense nous permet de récupérer des ballons, où on se nourrit des fautes adverses et on sanctionne les fautes adverses par des points en contre-attaque, essentiellement. Et ça m'amène au point suivant, l'attaque. On porte moins le ballon que l'adversaire, on gagne moins de mètres que l'adversaire, mais on marque plus de points. Alors je ne vais pas revenir sur cet aspect justement de la France des contre-attaques et de l'utilisation de notre ailier supersonique Louis Biel-Biarré, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé pendant les débriefs. J'avais posé d'ailleurs sur le débrief de l'Argentine une question un peu punchy. Est-ce qu'on gagne autant de matchs si Louis Biel-Biarré n'est pas là?
Alors j'ai eu beaucoup de réponses. Il y a plein de personnes qui m'ont dit de toute façon si c'est pas Louis ça sera un autre et si c'est Penaud ben on marquerait autant d'essais. Alors effectivement Penaud va très vite mais je suis pas sûr qu'il aille aussi vite que Louis Biel-Biarré. Bon en attaque on l'a compris, on cherche tous à aller chercher des espaces libres le plus rapidement possible pour jouer à la course avec Louis Biel-Biarré si on a la possibilité. Soit avec des passes au pied ou à la main, soit avec des jeux au pied pour jouer à la course. Alors Louis, juste petit rappel, personne ne le connaissait avant la Coupe du Monde quasiment. Fabien Galtier, il s'est fait un plaisir de nous le rappeler qu'il l'a installé à la place de Villiers pendant la Coupe du Monde et que maintenant tout le monde lui suce un peu la canne. Mais maintenant, toutes les équipes savent qu'il ne faut pas s'amuser avec Louis Biel-Biarré. Tu t'amuses pas à jouer au sprint ou à la course pour savoir qui va le plus rapidement entre Louis Biel-Biarré et ton ailier. La question que je me pose, c'est la suivante. Parce que les équipes, elles vont forcément l'anticiper pendant le tournoi. Est-ce que les équipes vont l'anticiper et se dire « Ok, on va défendre normalement sur la couverture du terrain et c'est pas grave, il va y avoir des duels qui vont se jouer, des fois qui vont être gagnés ou perdus à la course contre Louis Biel-Biarré, comme l'Argentine et la Nouvelle-Zélande l'ont vécu contre nous. Ou est-ce qu'elles vont décider de modifier leur couverture du terrain et peut-être leur circulation pour s'adapter? Et c'est une question qui est très intéressante d'un point de vue tactique, puisque si tu veux essayer de gagner du temps sur ta bascule des joueurs pour pas être en retard sur la course avec Louis Biel-Biarré, tu es obligé quasiment de décrocher un troisième joueur, voire un quatrième joueur en second rideau de manière à asculer une bascule qui va être plus rapide. Parce que si tu restes avec le même nombre de joueurs, si tu anticipes la bascule, eh bien en fait tu t'exposes à un jeu au pied décroisé de l'équipe qui attaque et potentiellement à des 50-22. Donc quasiment la seule solution, ça serait d'essayer d'ajouter un joueur dans le champ profond pour anticiper cette vitesse de Louis Biel-Biarré. Sur les lancements de jeu, c'est quasiment mission impossible. La couverture sur lancement de jeu, elle est millimétrée. Et c'est la même quasiment pour toutes les équipes, en fonction de la position de l'attaque, du sens de sortie de balle du côté que l'équipe d'attaque va choisir d'attaquer, et tu anticipes même la redistribution défensive après un ou deux blocages. Chacun sait exactement où il doit aller, décrocher ou non. Alors tu peux t'amuser à tenter des petites variations de temps en temps, mais en face, ça va très rapidement s'adapter. Ça va très vite à ce niveau-là. C'est comme les essais de la France contre l'Écosse, où tu t'aperçois que le 9 défend de cette façon, et bien sur le lancement de jeu suivant, tu joues dans cette zone de fracture. D'ailleurs, j'ai une formation sur les lancements en mêlée pour les entraîneurs, c'est le Black Friday. Pour toute formation achetée sur mon site internet, j'en offre une avec un tarif équivalent ou inférieur. Vous avez juste à m'envoyer un message en me disant la formation que vous voulez. Bon, ça va être du coup très intéressant de voir comment les équipes vont s'adapter à cette vitesse de cet ailier supersonique, de la même manière que pendant un temps, les équipes ont dû s'adapter à John Alomou qui était un phénomène. Sur les ballons de contre-attaque, c'est impossible à prévoir et à anticiper en fait comment est-ce que tu vas défendre, tu es vraiment dans l'urgence. Mais sur les attaques de la France, c'est légèrement différent. Si elle décide de décrocher un joueur supplémentaire en deuxième rideau sur les extérieurs, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'espace à défendre au centre du terrain et donc plus de possibilités pour l'attaque de la France dans cette zone-là. Et ça nous amène aux fameuses animations de l'équipe de France. On a modifié la circulation un petit peu des joueurs par rapport à ce qu'on faisait avant. Pas énormément, mais ça arrive de manière plus récupérante maintenant, cette circulation des joueurs dans le sens avec ces petites micro-attaques. On a énormément de micro-attaques autour de ces zones de ruck. Et pour le coup, ce n'est pas du jeu pénétrant où on est en réaction par rapport au choix du porteur de balle. Ce sont des attaques qui sont coordonnées avec la circulation des joueurs. Attention, c'est différent. Et surtout, avec le 9 qui porte pour animer ces micro-attaques, Monsieur Dupont en l'occurrence. C'est une statistique que j'ai trouvée marquante, c'est le nombre de ballons portés par Antoine Dupont. Contre l'Argentine, il est à 11 ballons portés. Contre les Blacks à 6 et contre le Japon à 11. Alors dans ces statistiques, il y a une chose qui n'est pas prise en compte, évidemment, c'est le fait qu'il soit passé à l'ouverture à certains moments et qu'il ait touché des ballons. Les ballons portés, ce n'est pas les ballons où il a fait des passes, c'est les ballons où il a décidé de porter le ballon sur quelques mètres. Mais contre l'Argentine, c'est le second porteur derrière Olivon, contre les Blacks, le 7e porteur français et contre le Japon, le 3e. Donc Dupont porte et on a ces animations autour des rucks qui permettent de générer de l'avancée. On a réussi à gagner du terrain très régulièrement avec cette circulation des joueurs et les options que Dupont a pour animer. Mais alors la question qui se pose, c'est la suivante. Cette circulation des joueurs et ces animations, autant te dire que toutes les équipes du 6 Nations, elles vont la scruter, l'analyser, la prendre sous tous les angles, avec toutes les options différentes, tous les petits gestes de communication verbale et non verbale, que ce soit visuel ou auditif, que les Français ont utilisés pour ce genre d'animation. Et elles vont être étudiées et disséquées. Il n'y a pas énormément de temps pour se préparer sur les périodes internationales, donc ça m'étonnerait que l'équipe de France change en fait ses structures offensives pour jouer le tournoi destination. Il n'y a pas de raison que ça change, tu n'auras pas le temps de modifier ton système de jeu. Si on attaque exactement de la même manière,
il y a une probabilité quand même pour que ces zones soient relativement bien cadenassées par nos adversaires. Alors je vois plusieurs hypothèses. La première, c'est on va considérer que ces micro-attaques qui interviennent généralement après le bloc 10, donc quand tu as un rockboard de touche, tu as une première relance avec un bloc d'avant, elles interviennent entre les 15 et les 15 et qu'elles ont systématiquement une zone de rupture ou un point faible que tu vas pouvoir utiliser. La seconde, c'est que pour bien défendre ces zones, la défense adverse va peut-être ralentir la circulation de ces joueurs parce que si tu circules trop vite, en fait, c'est là où Dupont porte menace et que tu as des options de partout. Donc ils vont peut-être bloquer cette circulation sur les premiers joueurs, quitte à laisser des espaces sur les extérieurs. Et du coup, si c'est bloqué autour des rucks, peut-être qu'on va assister à plus d'animation derrière on va dire, ces 10 mètres de chaque côté des rucks. Et la troisième, c'est que si ça bloque et que ça monte fort, et ben, sur le ruck N+1, c'est sûr que la défense, elle aura du retard. Bref, c'est très intéressant et je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce que les équipes vont s'organiser sur ces défenses autour des rucks de l'équipe de France. Et maintenant, la conquête. Je suis sûr que tout le monde a noté que c'était le point noir de l'équipe de France. Vrai, pas vrai ? On va voir ça. Mais je dois vous prévenir quand même, messieurs, dames, c'est que là, sûrement, vous allez avoir une analyse de très haute qualité, une analyse de comptoir de PMU. Parce que c'est pas du tout mon domaine, la conquête. Autant il y a des choses que je comprends, autant la conquête, j'essaye de m'y intéresser. Mais si tu n'as pas joué devant, que tu n'as pas entraîné devant, ben c'est extrêmement compliqué de comprendre le positionnement en mêlée et les subtilités en touche. Alors je vais essayer de faire ce que je peux. Alors tout d'abord, la mêlée. C'est pour moi un secteur de jeu à prendre avec des pincettes parce que cibler un joueur individuellement sur sa performance en mêlée alors que c'est une phase d'affrontement collectif, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, il peut lâcher la liaison, mais l'autre pilier peut s'être bien positionné. Ton deuxième ligne peut être mal positionné et déséquilibré aussi. Et donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et puis, au-dessus de tout ça, tu as quand même l'arbitre et son interprétation avec ses assesseurs. Alors, la très bonne surprise pour tout le monde, je pense que ça a été Jean-Baptiste Gros qui a été l'auteur de très bonnes prestations. C'était Wardy qui était numéro 2 derrière Bay, mais maintenant on se rend compte qu'on a 3 très bons, même j'ai envie de te dire excellents piliers gauche. Concernant le poste de pilier droit, c'est peut-être un petit peu plus complexe et il y avait un joueur qu'on avait tous envie de découvrir, c'était Monsieur Tatafou. Côté mêlée contre le Japon, c'est vraiment peut-être pas la plus grosse mêlée du circuit international, donc peu représentatif. On attendait de voir sa prestation contre les Blacks et je pense qu'on a tous été déçus de sa blessure extrêmement rapide. Il s'est illustré quand même avec une belle percée, mais il est sorti trop rapidement à la 9e minute et il a été remplacé par Colombe. Alors si on retire les pénalités parce que je crois qu'elles ne sont pas notées dans les statistiques, contre les Blacks, on est à 5 mêlées gagnées sur 5, outre les pénalités. Et côté Black, ils sont à 3 sur 4. Alors quand tu te dis que ton droitier, il a joué 70 minutes, c'est quand même pas trop mal. Alors oui, il se fait ouvrir à des moments en défense, mais quand tu opposes un pilier droit qui enchaîne les phases de combat face à Will Jordan, bah excuse-moi, mais le rapport est un peu déséquilibré. Et c'est ce que tu cherches à faire aussi à l'équipe adverse, hein, c'est d'aller mettre tes rapides Louis Bielbarré contre le pilier adverse. Contre l'Argentine, on est à 4 mêlées, dont une perdue. Mais les Argentins sont à 11 mêlées avec 36% de mêlées perdues. C'est énorme, sachant encore une fois que Gros s'est blessé très rapidement et qu'on a encore un pilier qui a joué plus de 70 minutes pendant le match. C'est pas mal. Alors oui, on a eu des pénalités contre nous en mêlée, mais on a aussi eu des pénalités pour nous et il ne faut pas l'oublier. Alors pour moi, la mêlée, c'est pas le secteur qui m'a le plus dérangé. Le secteur qui m'a le plus dérangé, évidemment, c'est la touche. Elle me donne matière à réflexion. Et je vais parler de deux choses. La première, ça sera des stats, et donc ça, c'est du factuel, donc c'est des choses qui sont interprétables comme on le veut, évidemment. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, mais il y a des choses, c'est vraiment très factuel. Et la seconde, ça va être une interprétation de moi, ce que j'en fais de cette touche. Sur les 3 matchs, on a eu 3 fois le pourcentage de touches gagnées le plus faible. Contre le Japon, c'est notre plus haut pourcentage, on est à 90%. Contre les Blacks, on tombe à 75%. Et contre l'Argentine, on remonte à 86%. Nos 3 adversaires, ils ont eu chacun plus de 90% de leurs touches gagnées. Et ça pose un souci quand même pour moi, puisque quand tu connais l'importance des rampes de lancement de jeu sur touche, en être privé quand même, c'est handicapant, non? Comme on l'a vu pendant ces 3 matchs, on a Meafou qui a pris place en seconde ligne. Avec ses 145 kg hors taxe, il saute pas. Donc en tour de contrôle à plus de 1m93, on a Roumat et Flamand. Tu mets généralement tes piliers en début et fond d'alignement pour pouvoir lifter. C'est rare de voir des piliers sauter en touche, en tout cas pas au niveau international. Peut-être toi dans ta petite série ou quand tu es en cadet, tu fais sauter tes piliers qui font 70 kg, mais tes piliers comme Tatafou ou Antonio, tu les fais pas sauter. Mais le souci, c'est que si tu as Meafou du coup qui est au centre de l'alignement, puisqu'il y a des piliers en premier lifter et dernier lifter.
Tu sais en face que Meafou ne va pas sauter. Et je suppose que du coup c'est plus facile à défendre. Alors tu vas essayer de mettre un petit peu plus de mouvement. Mais est-ce que c'est suffisant? Et je pense que c'est une question à laquelle le staff va essayer de répondre pour le tournoi Destination. Comment est-ce que tu fais pour solutionner le fait que tu as un profil plus lent comme Meafou en touche? Après, Meafou, il est énorme dans d'autres secteurs, hein, dans sa capacité à générer de l'avancée, dans sa capacité à te mettre des gros placards en défense, en pénétration ou en leurre comme sur l'essai de Flamand. Et maintenant, la dernière partie, les perspectives pour le tournoi Destination. Évidemment qu'on a tous de l'espoir, on a tous envie d'aller chercher un autre grand chelem. Et si on parle du poste d'ailier et de Gabin Villière, est-ce qu'il va être dans le squad? Est-ce qu'il va jouer pendant le tournoi de Destination? Parce que tout le monde parle de sa première mi-temps contre les Blacks, mais il termine quand même le match à 10 plaquages, ce qui est exceptionnel pour un ailier. Tu t'imagines, ça veut dire que le ballon est passé 10 fois sur l'aile quand même. Et à mes yeux, il fait une excellente tournée. Quand Penaud va revenir, comment est-ce qu'on va se réorganiser? Parce que si tu restes en 6-2 avec 2-3 quarts sur le banc, tu sors qui? Tu sors Villière pour mettre Penaud? Avec Gaëton ou deux porteurs sur le banc? Est-ce que Ramos il va continuer à l'arrière ou est-ce que tu as Ntamak qui va basculer au centre? Parce que moi j'en suis persuadé, ça modifierait beaucoup le jeu de l'équipe de France. Pour le poste de pilier, entre Baye, Wardy et Gros, tu sors qui pour le tournoi de Destination? Parce que les deux, Wardy et Baye et Wardy et Gros, ils ont été énormes. En seconde ligne, est-ce que Guillard il a rebattu les cartes? Parce que derrière, tu as Posolo Twilaghi qui va arriver avec le même profil un petit peu que Meafou. Comment est-ce que les équipes vont s'adapter à nos animations offensives entre les 15 et les 15 avec Dupont qui porte, un mec à l'intérieur, deux mecs à l'extérieur, etc. Toutes ces petites micro-attaques. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus de variation ou non? Car si on reste sur les mêmes micro-attaques, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien. Je vous ai promis une vidéo sur Jalibert, bien sûr qu'elle va arriver. Laissez-moi le temps de peser le pour, le contre, etc. et de faire une vidéo un petit peu construite. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Et on se revoit bientôt. Topette l'ami!